Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, ça y est, c'est officiel, nous avons franchi mardi dernier la barre des 8 milliards d'êtres humains. Alors, en près de 70 ans, la population mondiale a été multipliée par plus de 3. Si nous étions 2,5 milliards en 1950, nous arrivons donc aujourd'hui aux 8 milliards. Alors, qu'est-ce qui va s'annoncer derrière? Les spécialistes sont quand même assez rassurants. Ils anticipent une pause jusqu'à l'horizon 2100, date à laquelle même les démographes tablent même sur une stagnation, voire le début d'une inflexion de la courbe. Malgré tout, la culpabilisation de l'occidental commence. Peut-être devrions-nous songer à faire moins d'enfants. Voilà ce qu'on entend sur les plateaux télé. Peut-être devrions-nous penser à consommer moins. Le pass carbone dont a parlé Corentin tout à l'heure étant une des plateaux télé et des émissions de BFM TV. Le problème des pénuries de ressources se pose en termes de consommation et non de population. On rappelle les démographes et voilà que ceux qui consomment le plus sont les hommes du Nord, donc l'homme occidental. Alors, si peut-être que tout cela est vrai, mais comment doit-on interpréter ces informations et ces commentaires autour de cette annonce des 8 milliards d'êtres humains? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Ludovine de la Rochère. Bonjour Ludovine de la Rochère. Bonjour Clémence. Alors vous êtes présidente de la Manif pour tous et aujourd'hui j'imagine que vous avez été vous aussi étonnée par toutes ces annonces. Alors non pas les 8 milliards d'êtres humains mais peut-être ce qui arrive avec le petit lot de culpabilisation de l'occidental, de la volonté de contrôler les naissances ou celle de contrôler la consommation par un éventuel passe carbone. Comment vous réagissez à toutes ces informations ? Alors écoutez, je m'en attriste. On ne voit aujourd'hui l'arrivée d'un enfant que sous l'angle de son poids en termes d'émissions de carbone. C'est absolument affligeant, c'est très triste. On perd d'une certaine manière la notion de l'émerveillement de l'arrivée d'un enfant. Alors évidemment, j'entends bien que, en l'occurrence, cette courbe qui semble exponentielle, mais qui en vérité ne l'est pas, peut paraître impressionnante. Il n'empêche que, comme le disait le philosophe Bedin, il n'est de richesse que d'hommes. Eh bien, ce qui pendant très longtemps a été considéré comme une grande et bonne nouvelle, aujourd'hui, comme vous le disiez très bien, littéralement culpabilise. Et on voit des jeunes, comme d'ailleurs le couple Meghan et Harry, qui commencent à dire qu'ils n'auront pas plus d'enfants parce qu'il faut sauver la planète. On est en pleine manipulation, en plein délire, en pleine ignorance, je ne sais pas comment dire. Le fait est que il faut bien avoir à l'esprit que les pays occidentaux, au contraire, ont un énorme problème très grave de dénatalité et de chute de la natalité. Oui, et en plus, c'est assez presque cocasse parce que au moment où nous passions la barre des 8 milliards d'êtres humains, une analyse tombait sur la chute de la fertilité, et notamment des hommes, qui pour le moment est vraiment, qui a été citée dans la revue Human Reproduction Update, et qui peut être vraiment inquiétante pour la suite de la reproduction humaine, tout simplement. Donc peut-être c'est tout à fait exact. Oui. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on s'inquiète donc d'une surpopulation qui finalement, en tout cas en Occident, devrait plutôt combattre d'autres défis, c'est-à-dire continuer d'exister. Oui, et en vérité, on ne fait pas de recherche sur la fertilité, en tout cas en France, ou très peu. On sait que la fertilité est croissante, alors c'est lié en fait assez largement au fait que les jeunes se marient de plus en plus tard ou se mettent en couple de plus en plus tard et ont des enfants de plus en plus tard. Et on arrive à une moyenne d'âge à la première maternité qui est d'environ 30 ans, ce qui signifie une baisse, et ça n'est qu'une moyenne. Donc ça veut dire que pour beaucoup de femmes, c'est encore plus tardif, et beaucoup plus tardif, ce qui conduit donc à cette baisse de la fertilité des deux côtés. Et puis, alors pour les hommes, probablement les raisons de cette baisse de la fertilité sont-ils plus environnementales, comme on dit.
ou en tout cas d'ordre différent par rapport à la question de l'âge pour la femme. Mais peut-être la femme est-elle aussi concernée par l'environnement ou différents facteurs. Oui, il y a aussi les modes de vie, tabagisme, sédentarité, alimentation, enfin c'est ce qui est cité dans cette revue Human. Absolument, et les femmes se mettent à vivre comme les hommes, enfin vivent aujourd'hui comme les hommes, on peut dire. Et puis le fait d'avoir un premier enfant beaucoup plus tardivement induit physiologiquement un certain nombre de phénomènes chez la femme qui compliquent la possibilité de tomber enceinte. Et puis, sur cette question-là, nous devrions au contraire être extrêmement taqués puisque nos populations vieillissent. La France a connu une chute de sa natalité qui s'est accentuée depuis 2015. Et d'ailleurs, ça faisait des dizaines d'années qu'en France, on disait c'est formidable, la France a un très haut taux de natalité. C'est faux. La France avait, depuis des dizaines d'années, un taux de natalité plus élevé que les autres pays européens. Donc 1,7, c'est bien ça? Alors, on était à 2,01 environ pendant des années. Et en fait, c'était déjà en dessous du taux de renouvellement des générations, puisqu'il est de 2,1 et non pas 2,01. Et par ailleurs, en effet, ce taux depuis 2015 a considérablement baissé. Il a chuté jusqu'à 1,6 et là, il a très légèrement remonté. Ce n'est en tout cas pas grâce à la politique familiale et au soutien de la famille, à l'encouragement de la famille par Emmanuel Macron. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, plus largement, et si on regarde bien sûr au-delà de nos frontières et au-delà des frontières européennes, il y a un certain nombre de pays, il est vrai, qui n'ont pas fait ce qu'on appelle leur transition démographique et ils alimentent cette croissance. Et évidemment, plus il y a eu d'enfants, plus il y aura ensuite d'enfants. Et donc en plus, il y a une très grande inertie du point de vue de la population planétaire. Ces pays sont le Pakistan et l'Inde, le Nigeria, la Tanzanie, l'Égypte, etc. Donc en fait, c'est le Sahel, la bande du Sahel en Afrique, et puis l'Inde et le Pakistan. Oui, Congo, Égypte, Éthiopie, Nigeria, oui, c'est ça. Absolument. Oui, 5 pays africains, 3 asiatiques, ce sont là où la plus grande concentration de naissances se fait voilà. Selon l'ONU. Mais on sait que contrairement à ce que tout le monde imaginait, tous les démographes, les statisticiens, ceux qui font la prospective, eh bien la Chine n'est plus dans ce cas-là, par exemple. Et donc on voit que ce que l'on projette n'est pas forcément vrai, loin s'en faut. Et en la matière, au niveau planétaire, il suffit de moindres changements, tel ou tel facteur qui change. Et justement, ce qu'on n'attendait pas, ce qui n'était pas imaginé il y a 2 siècles, quand Malthus a développé ses théories, c'est que il y aurait des transitions démographiques, c'est-à-dire qu'on partirait d'une situation d'un nombre élevé de décès et élevé de naissances, ce qui crée une forme d'équilibre, on va dire, à une situation dans laquelle aujourd'hui nous avons une espérance de vie très longue et une baisse de la natalité. Et nos pays sont arrivés à un autre équilibre. Alors, équilibre, je mets des gros guillemets, puisque nous n'avons pas suffisamment de naissances. Alors, la vraie question, la question qui se pose, c'est d'abord la répartition des richesses. On voit bien que les pays qui aujourd'hui n'ont pas fait cette transition démographique, cette fameuse transition démographique, sont des pays en développement, comme on dit maintenant, des pays très pauvres. Ces pays, eh bien, par exemple, il n'y a pas de retraite. Et donc, on compte aussi sur les enfants pour assurer son avenir. Par exemple, on sait que c'est très culturel. C'est dans les traditions, les habitudes, les usages, par exemple, en Éthiopie, au Congo, etc. Et puis, il y a une autre problématique dans ces pays, et je pense en particulier au Nigeria, où vous avez une urbanisation absolument incroyable qui va très très vite, qui génère des violences très graves. Là, la situation est difficile, mais c'est pas tant une supposée surpopulation que la manière dont l'État fonctionne, dont l'État s'occupe et se préoccupe de ses habitants. Vous savez que certains de ces pays sont très corrompus, malheureusement, et que toutes les aides qui sont apportées partent dans les poches, malheureusement, de quelques-uns. Est-ce donc que la finalement, vraie difficulté, elle est là. Oui, mais c'est-à-dire, quelle difficulté? Parce que selon les démographes qui ont travaillé sur ces questions, en fait, pour le moment, donc, la population
les Européennes et les Nord-Américaines ont en moyenne 1,5 enfants, donc en France un petit peu plus comme on l'a signalé, un tout petit peu plus, 1,9 en Asie, 1,8 en Amérique latine et 4 en Afrique. Mais selon eux, la limitation volontaire des naissances devrait finalement finir par se généraliser à terme. Voilà Les démographes estiment que ces pays feront aussi leur transition démographique. À vrai dire, ils ne savent pas quand ni comment. Somme toute, je ne suis pas, pour ma part, certaine qu'ils se comportent forcément et nécessairement comme les autres pays. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas véritablement démarré. En Éthiopie, par exemple, les enfants ont plus de 7 enfants par femme, ce qui est considérable, et cela n'a pas vraiment changé. Puisqu'il y a, de toute façon, il y a d'abord la question du développement de ces pays qui fait rentrer dans d'autres comportements, tout simplement pour des raisons très pratiques, très pragmatiques. C'est que dans un pays développé, les enfants font des études. Ils font des études qui sont de plus en plus longues, qui sont de plus en plus coûteuses, et rien que cela, cela est un facteur de décision des parents qui ne se sentent plus prêts à avoir 6, 7 ou 8 enfants. Et d'ailleurs, dans notre pays, les familles nombreuses, le nombre de familles nombreuses, je veux dire véritablement nombreuses, donc de 5 enfants et plus, eh bien, c'est considérablement réduit ces 20 dernières années. Cette évolution, elle touche aussi dans nos pays occidentaux une partie de la population. Oui, c'est sûr, mais c'est aussi lié pour le coup, là vous l'avez signalé tout à l'heure en citant Emmanuel Macron, à la politique familiale qui est mise en place en France depuis plusieurs années. C'est dû à un ensemble de facteurs, mais c'est vrai à la déconstruction de la politique familiale aussi, c'est tout à fait exact. Mais alors par ailleurs, il y a un autre sujet qui n'est donc en vérité pas une prétendue surpopulation. Nous avons les moyens. Il y a tout à fait les moyens de nourrir tout le monde. La question de l'eau, éventuellement, est un petit peu plus complexe, de l'eau potable. Mais la vraie question, c'est celle de la consommation. Prenez une famille dans laquelle il y a un enfant. Ou une famille dans laquelle il y a 5 enfants. Vous imaginez bien qu'une famille avec 5 enfants consomme par enfant beaucoup moins que la famille dans laquelle il n'y a qu'un enfant. Et je prends un autre exemple, ce qu'on appelle l'empreinte carbone aujourd'hui est en Côte d'Ivoire de 0,4 par habitant par an, 0,4 tonnes. Elle est en France de 4,6, mais elle est aux USA de 14,6 ou encore en Arabie Saoudite de 15,8. On voit bien que la différence est absolument incroyablement élevée. Et donc, c'est cela la question qui se pose. C'est bien la surconsommation versus la sobriété, tout simplement parce que, de fait, nous devons prendre soin de la nature, et cela n'a rien de nouveau. Nous n'avons pas à surconsommer, c'est du gaspillage, c'est tout à fait inutile. Et puis même, nous pouvons effectivement faire attention et protéger nos ressources, protéger nos terres, ce que les populations ont su faire pendant très longtemps. Et c'est vrai que nous utilisons, il y a un autre aspect, nous utilisons des énergies non renouvelables pour 95% de notre consommation d'énergie. Et là aussi, il y a une réflexion à tenir. Alors, il faut quand même le préciser, ce ne sont pas les fameuses énergies dites renouvelables comme les éoliennes et autres techniques du même genre qui seront la solution à quoi que ce soit. Elles sont inefficaces, elles sont intermittentes, elles sont très coûteuses et en plus, elles sont également polluantes. Oui, alors Ludovine de la Recherche, juste au sujet de ce que vous venez de dénoncer, c'est-à-dire, et je pense que c'est très important, et d'ailleurs le démographe Gilles Pizon a dit exactement la même chose, c'est-à-dire le problème aujourd'hui n'est pas le nombre de personnes sur la planète, mais bien nos modes de consommation. Ce n'est pas une question de démographie, dit-il. Si nous n'étions qu'1 milliard sur la Terre, mais qu'on vivait tous comme des habitants des pays du Nord, alors ce ne serait pas tenable. Alors, on entend très bien ce discours, sauf que ce qui peut se cacher derrière ce discours, c'est la mise en place de passes carbone, de passes, comme on en a parlé à l'instant avec Corentin Perini. Bien sûr. Et voilà, donc c'est pour ça que Oui. Oui, pardon, allez-y. Non, mais il y a un risque aussi qu'avec ce discours qui est véridique, finalement, on nous entraîne, nous, Français, dans une forme de surculpabilisation et surtout de contrôle sociétal.
Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que je commençais mes réponses par me désoler. D'abord que la vie ne soit pas vue comme une catastrophe. Oui. Oui, la vie est vue comme une catastrophe. C'est concernant au point que nos jeunes ne veulent plus, pour certains, avoir d'enfants. C'est infiniment triste, et d'abord pour eux et pour nous tous. Mais l'autre chose, vous avez raison, c'est que cela peut conduire à une manipulation terrible. Déjà aujourd'hui, on fait peur. Déjà aujourd'hui, on fait une sorte de chantage. Et par la peur, on l'a bien vu avec l'épidémie de Covid, par la peur, on obtient tout. Et c'est vrai que c'est inquiétant, c'est tout à fait inquiétant. On peut imaginer que dans nos pays, bien des mesures soient prises, alors que par exemple la France est responsable de seulement 1% des émissions de carbone au niveau mondial. Et en réalité, ce sont des pays, par exemple, comme la Chine et comme l'Inde, mais aussi les États-Unis, qui génèrent des émissions de carbone massives. Mais en vérité, on n'a pas les moyens et on n'ose pas dire à la Chine et à l'Inde, et surtout à la Chine, vous devez faire des efforts en matière de respect de la nature. On ne parle pas d'environnement, le mot est trop connoté idéologiquement. Par exemple, le fameux océan de plastique, on sait très bien d'où il vient. Il vient pas de nos pays occidentaux, mais nous avons des progrès à faire néanmoins pour respecter la nature. Et nous gaspillons beaucoup, il ne faut pas l'oublier. Mais il est vrai que si on a une vue d'ensemble, eh bien on voit bien de quel fleuve arrive ce magma, ces magmas de plastique, et on voit bien où il faudrait urgemment et en priorité agir. Mais nous ne le faisons pas, nous ne le disons pas, nous n'intervenons pas, malheureusement. D'ailleurs, en outre, dans quelle mesure faire à nouveau la leçon, puisque c'est quand même une tendance très forte de la France, en particulier avec Emmanuel Macron, c'est toujours nous qui faisons la leçon. Et faites ce que je dis, faites ce que je dis parce que je fais. Mais néanmoins, est-ce que ce serait efficace d'intervenir? Je ne sais pas, mais à tout le moins, faudrait-il oser le dire et cesser de battre notre coulpe à nous, tout en laissant faire et tout en assistant à ce qui se passe dans certains pays et qui est en effet infiniment désolant pour nos ressources, pour tout ce que nous tirons du sous-sol, et puis pour tout ce que nous émettons et laissons se diffuser partout dans la nature. Et puis en plus, cette pollution, elle est également visuelle. Et là, c'est le comble, pour revenir à l'écologisme, c'est que l'écologisme crée une pollution visuelle épouvantable, mais qui est une pollution, puisque cela dénature l'environnement, comme ils disent, puisque par exemple, ces éoliennes qui envahissent certains pays, comme l'Allemagne et comme l'Espagne. France, nos côtes. La France aussi commence à être bien trop envahie, et y compris nos côtes, vous avez raison. Alors qu'on pourrait couvrir d'éoliennes la France avec une éolienne littéralement par mètre carré sur tout le territoire, montagne comprise, eh bien nous aurions tout juste à peine l'énergie suffisante pour notre consommation. Bref, les éoliennes ne sont pas une solution. Et pour conclure, Ludovine de la Rochère, finalement, tous ces grands discours peuvent... En fait, il faut être vigilant, c'est-à-dire ces discours peuvent servir d'autres intérêts que la simple sobriété, comme vous le disiez, mais derrière plutôt une forme de contrôle encore social, comme on a pu en subir quelques-uns, et c'est bien à cela qu'il faut être très vigilant. Contrôle social, mais aussi contrôle sociétal. Il faut bien savoir que sous ce motif-là, les agences de l'ONU, l'Europe distribue, ou subventionne, aide un certain nombre de pays pauvres, mais sous condition de programmes d'avortement à échelle globale de chacun de ces pays, avec l'obligation d'avoir des centres répartis partout, et puis des programmes de stérilisation. Dans certains cas, ils sont dénoncés par ces institutions, mais ils sont pratiqués, et puis des programmes de distribution avec des plans de contraceptifs qu'on impose à ces populations. Donc il y a aussi cet aspect-là, et l'avortement en particulier, comme nous le connaissons en France, avec des prétextes différents, cette obsession de l'avortement et d'autres questions sociétales, évidemment, je vous laisse imaginer, sont au cœur des politiques de l'ONU. Et là aussi, cette question de la surpopulation est un prétexte à mettre en œuvre ce qui les obsède
à savoir l'avortement. Il y a véritablement un état d'esprit mortifère. Et ce mortifère se voit aussi, de fait, dans le refus des naissances et le refus du respect de la natalité et du désir d'enfant de chaque être humain. Et personne n'a à contrôler. Merci beaucoup, Ludovine de la Rochère. Je rappelle que vous êtes présidente de la Manif pour tous. Et puis voilà, donc on a entendu votre message. 8 milliards d'êtres humains, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.